Je travaille au centre funéraire de ma ville. Cela ne fait pas très longtemps, 3 semaines environ. Pour être plus précise, cela aurait fait un mois la semaine prochaine. Je dis aurait fait car si ce n'est pas mon premier jour ici, nul doute que ce sera le dernier. Rien à voir avec un quelconque licenciement, bien que j'aurais 1000 fois préféré cela. Ce lieu aseptisé, ses commandements aussi étranges que stricts. C'est caché que je me hâte d'écrire ce témoignage sur mon portable. Bien que cela ne serve pas à grand-chose, sinon laisser une trace de ma présence ou quoi que ce soit qui puisse expliquer ma disparition, une fois que cette chose m'aura trouvé. Car elle me trouvera, c'est certain. Ce n'est d'ailleurs qu'une question de minutes. Ils ne seront pas contents. C'est ce que mes collègues me répondaient invariablement à chaque fois que je leur demandais ce qu'il adviendrait si j'enfreignais l'une des 10 règles établies. Au début, je pensais que ce «il» désignait les RH, mais je me trompais. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de RH à la tête de ce lieu. Mais commençons par le début. J'avais été surprise de la facilité avec laquelle j'avais décroché le job. Malgré mon absence totale d'expérience dans le domaine, j'avais décidé de postuler en ligne. L'annonce était brève. Nous sommes en recherche d'un agent funéraire. Vous serez en charge de l'accueil, de la préparation des salles de cérémonie et des salons ainsi que diverses démarches administratives. Salaire 2 000 € net, débutant accepté. J'étais d'abord restée abasourdie. Une entreprise prête à payer à prix d'or un novice sans aucune qualification? C'était impensable. Et pourtant, j'avais hésité, craignant qu'il s'agisse là d'une arnaque pour me soutirer des informations personnelles. Mais mon regard se posa sur ma facture d'électricité, en souffrance depuis trop longtemps. En soupirant, j'avais alors suivi les démarches pour finaliser ma candidature. Je fus recontactée l'après-midi même pour une entrevue le lendemain matin. Et si le recrutement s'est effectué avec une rapidité déconcertante, ce n'était rien en comparaison de l'entretien physique. Un homme plutôt fluet, à la voix mielleuse et apaisante, m'avait accueilli. Il avait pris la pochette contenant les documents qui m'étaient demandés avec une délicatesse précautionneuse. Simple formalité avant de vous faire signer le contrat et visiter les locaux. Mes yeux s'écarquillèrent. Comment? Déjà, il n'y a pas d'entretien ou... Juste une seule question. Acceptez-vous d'obéir sans réfléchir de manière systématique? Ce sera une condition indispensable si vous voulez rester parmi nous. Pour ce faire, je vous conseille d'investir dans une montre. Sans me laisser le temps de répondre, il poursuivit. Et avant de vous faire signer le contrat de travail proprement dit, je dois vous faire prendre connaissance de ceci. Il sortit une sorte de livret noir d'un tiroir et me le tendit d'un geste cérémonieux. Il s'agit de notre règlement intérieur, très spécifique à notre entreprise, comme vous pourrez le constater. Son ton s'était fait plus hésitant, comme s'il s'excusait de l'existence de ces instructions. Il est absolument impératif de respecter ces règles à la lettre, sans quoi... Bref, je vous laisse en prendre connaissance. Je suis assise en face de lui et m'exécuter. Mes sourcils se fronçaient au fur et à mesure de la lecture. Voici quels étaient les 10 points cruciaux. Règle numéro 1. Laissez toujours les portes verrouillées, à l'avant comme à l'arrière, et ce, dès 19 heures. N'ouvrez celle de l'accueil que si on vous le demande. Les visiteurs sonneront à l'entrée. À partir de 21 heures, ne vous en approchez plus. Règle numéro 2. Éteignez la lumière dans le couloir des parties techniques à 20h30. Si vous avez besoin d'accéder à celle-ci passé ce délai et qu'il ne vous est absolument pas possible de le faire dans l'obscurité, actionnez la minuterie. Vous aurez alors très exactement 10 secondes pour atteindre votre destination. Une fois ceci fait, veillez à fermer la porte de la pièce dans laquelle vous venez d'entrer. Règle numéro 3. Les fours émettent occasionnellement des sons encore bien après les dernières crémations de la journée. Ces bruits sont normaux. Il n'est donc pas nécessaire d'aller voir. Évitez en outre cette aire du bâtiment entre 21h15 et 23h10. Règle numéro 4. Le système d'aération s'arrête automatiquement entre 19h30 et 20h, après les dernières crémations de la journée. Cependant, si un parfum de femme se fait sentir, cessez immédiatement ce que vous êtes en train de faire pour relancer la ventilation via le panneau de contrôle et contacter votre supérieur, et ce, quelle que soit l'heure. Règle numéro 5. Si l'on frappe à la porte qui vous sépare du couloir menant à la salle de visualisation des crémations, n'ouvrez pas. En général, les coups cessent après 2 ou 3 tentatives. Cependant, s'ils insistent, encore, prenez la bougie blanche qui se trouve sur votre bureau, allumez-la et déposez-la devant la porte, puis retournez vous asseoir. Règle numéro 6. Il se peut que vous entendiez tousser entre 20h50 et 21h15. Restez à votre poste. Ne faites surtout aucun bruit et n'essayez pas d'aller voir. Règle numéro 7.
Si vous ressentez une sensation de malaise lorsque vous vous trouvez dans le salon numéro 2, ne paniquez pas. Cessez simplement ce que vous êtes en train de faire et sortez sans courir. Il est impératif que vous gardiez votre calme. Règle numéro 8. Si vous entendez des pas dans la grande salle de cérémonie passé 20 heures, éteignez les lumières et rendez-vous sans bruit dans la salle de pause. Fermez la porte derrière vous. Si vous entendez des voix ou quelqu'un qui fredonne en plus des bruits de pas, répandez du sel devant la porte de la salle de cérémonie. N'allez vous enfermer qu'ensuite. Règle numéro 9. À 22h50 précise, rendez-vous dans le salon numéro 3, qu'il soit occupé par un défunt ou non. Une femme, entièrement vêtue de noir et à la peau grise, sera assise sur une chaise. Ne lui adressez pas la parole. Si elle pleure, asseyez-vous sur la chaise en face d'elle et attendez. Elle finira par se lever et partir. Si elle ne pleure pas, sortez immédiatement en fermant la porte derrière vous. Règle numéro 10. À partir de 21h et ensuite toutes les heures, vérifiez le verrou de la salle de thanatopraxie. Celui-ci est solide. Aussi, ne paniquez pas lorsque vous entendez la chose à l'intérieur de la pièce s'acharner sur la porte. Tant que le loquet est fermé, vous n'avez rien à craindre. J'étais restée abasourdie. Il n'y avait aucune logique à tout cela. Je venais de décrocher un emploi au moment où j'en avais le plus besoin, dans un cadre magnifique avec des horaires corrects. Et très bien payé malgré mon absence totale d'expérience. Cependant, je ne parvenais pas à m'en réjouir. Trop préoccupée parce que ça pouvait bien cacher, ce sentiment étant exacerbé par toutes ces règles inquiétantes. Les premiers jours ne laissaient rien présager d'alarmant. Tout au plus, j'avais ressenti 1 ou 2 fois l'impression de malaise dans le salon numéro 2 et durant une soirée où j'étais restée en observation lors de l'astreinte d'une collègue. J'avais entendu ces fameux coups à la porte, mais j'avais respecté les règles à la lettre, si bien qu'aucun incident n'avait été à déplorer. Par ailleurs, le travail me plaisait. Certes, le monde funéraire est un milieu particulier, mais pas aussi sinistre qu'on pourrait le penser. Toute l'équipe était ravie. J'étais ponctuelle, rigoureuse, enthousiaste, et je connaissais les instructions par cœur. On me trouvait si à l'aise que 2 semaines plus tard, on me confia l'astreinte du samedi soir, qui devait s'achever à 23h30. Souhaitant leur montrer que j'avais définitivement ma place parmi eux, j'accueillis cette proposition en souriant avec fierté, malgré le stress que cette responsabilité impliquait. Au moment du départ de mes collègues, cependant, je ressentis un vif sentiment d'angoisse. J'avais très vite tenté de me raisonner en me remémorant ce que tous me répétaient. Si je respectais les règles, alors tout se passerait bien. J'avais fait ma ronde, afin de vérifier le verrouillage des portes dès 19h. Puis je m'étais installée au bureau, droite comme un i, les yeux rivés sur l'horloge numérique affichée au-dessus de la porte. Au début, je n'osais détourner le regard. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, je commençais à me détendre et me mis à vaquer à mes occupations. La nuit promettait d'être calme. Seul un salon était occupé et la famille avait peu de chance de se présenter ce soir. À 20h30, je levai brièvement le nez de mon livre afin d'éteindre les lumières du couloir des parties techniques. J'y restais quelques secondes, immobile. L'atmosphère était étrange. Le calme qui régnait rendait le lieu presque inquiétant. Seuls les quelques cliquetis des appareils à crémation un peu plus loin venaient fendre ce silence pesant. La sérénité n'était qu'apparente, comme si une chape sinistre s'était abattue sur le bâtiment tout entier. Ne sachant trop si cette sensation était générée par l'obscurité soudaine, je quittai hâtivement le corridor en frissonnant. Lorsque je regagnai mon bureau, tous mes sens étaient encore en éveil. Je restai immobile encore quelques instants, pareil à une bête traquée se sachant observer. C'est avec des gestes mesurés que je me rassis pour reprendre ma lecture. J'eus besoin de 5 bonnes minutes avant de me détendre tout à fait. Captivé par mon polar, il me fallut du temps avant de me décider à me relever pour aller prendre un café. Ma vigilance était relâchée et la fatigue commençait à se faire sentir. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton de la machine à café que je l'entendis. Une quinte de toux lointaine, quasi imperceptible, bien vite couverte par le bruit de l'imposant automate. Bizarre, pensai-je. Ce n'est pas encore l'heure. Puis je me souvins que Lucien, un employé d'une entreprise de pompes funèbres voisine, passait régulièrement déposer des défunts à l'occasion de décès tardifs. Après son transfert, il n'était pas rare qu'il se grille 1 ou 2 cigarettes à l'extérieur du bâtiment. Il fumait comme un pompier, ce qui pouvait occasionner de violentes quintes de toux. Je retournai m'asseoir à l'accueil et repris mon livre tout en sirotant le breuvage chaud et revigorant. Ma lecture était désormais perturbée à intervalles réguliers par ces quintes de plus en plus fortes et longues. Cela me fit sourire. Lucien était têtu comme une mule,
et ignorer les mises en garde des collègues quant à cette consommation excessive. Au pire, je suis déjà sur place, avait-il coutume de dire. J'étais l'une des seules à apprécier son humour grinçant. Et de ce fait, il m'avait à la bonne. Je me permettais donc régulièrement de petites boutades malgré le peu d'ancienneté que j'avais. Lucien, tu as perdu un poumon dans le couloir, m'exclamai-je d'une voix forte et rieuse. Pas de réponse. Mais les quintes reprirent, toujours strictement identiques en intensité et en durée. Hé, Lucien, faut vraiment que t'arrêtes de fumer, criai-je à nouveau d'un ton badant. Mais je me figeai net. Mon regard venait de se poser sur la pendule numérique au-dessus de la porte. Il était 20h53. Cela voulait dire que je venais d'enfreindre la règle numéro 6. Aussitôt, une cavalcade se fit entendre. Ça venait du bout du couloir, se rapprochant de l'endroit où je me trouvais. Une sinistre course effrénée, accompagnée d'un rugissement semblant provenir des tréfonds de la terre elle-même. Un grondement bas, profond, si profond que j'avais le sentiment qu'il allait me broyer vive. Je compris que j'allais devoir moi aussi me mettre à courir. Si je restais au bureau de l'accueil, j'allais bientôt être prise au piège, car je faisais maintenant face à des injonctions de toutes parts. À la porte du couloir située à ma droite, celle qui menait aux salles de visualisation, quelqu'un frappait frénétiquement. À l'opposé, derrière la porte de la grande salle de cérémonie, j'entendais que l'on marchait en fredonnant. J'ouvris celle menant aux parties techniques, consciente que la chose s'y trouvait, mais je n'avais pas le choix. J'avais oublié mon trousseau de clés au vestiaire. J'allumai brutalement le couloir et me mis à courir, tout en énumérant mentalement les règles que j'avais omis de respecter. La règle numéro 6, exigeant de rester à son poste, sans bruit, si les quintes de tout survenaient. La règle numéro 5, préconisant de déposer la bougie blanche en cas de frappement répété. La règle numéro 8, m'intimant de ne faire aucun bruit si quelqu'un se trouvait dans la salle de cérémonie. La règle numéro 2, interdisant d'allumer le couloir de manière prolongée après 20h30. Et la règle numéro 10, je m'arrêtais net. J'avais oublié de vérifier le verrou de la porte de la salle de thanatopraxie. Et elle était entr'ouverte. Entendant un grognement dans mon dos, je pris conscience que la chose qui s'était arrêtée derrière moi était probablement le locataire de cette cellule morbide. Je réfléchis rapidement. Le vestiaire jouxtait cette fameuse salle. Mais si je m'y aventurais pour tenter de récupérer mes clés, j'étais certaine de me faire coincer. La créature me fixait, haletante. Elle était hideuse. Elle mesurait bien 2 mètres de haut malgré le fait qu'elle se déplaçait à 4 pattes. Ses longues dents acérées étaient immenses et jaunes. Son corps noir et luisant ressemblait à du cuir souple, mais sa silhouette m'évoquait celle d'un loup, doté de longues griffes pointues. Un nouveau rugissement résonna dans le corridor, semblant faire trembler les murs. Puis, la lumière vacilla pour finalement s'éteindre. Dans un élan de courage inconsidéré, je compris que c'était ma seule chance de fuite. Je me remis à courir, fonçant tête baissée à l'aveuglette, et parvins miraculeusement à contourner le monstre. Surpris, celui-ci mit 2 ou 3 secondes à se lancer de nouveau à ma poursuite, hurlant furieusement. Les lumières du couloir clignotaient follement. Les portes claquaient à répétition. Au milieu de ce délire, je réalisais que je me dirigeais droit vers la zone interdite, régie par la règle numéro 3. Je bifurquai, m'enfermant dans la première pièce qui se trouvait à ma gauche, et me barricadai tant bien que mal. Je savais que cette barrière dérisoire ne tiendrait pas longtemps, mais cela me permettait au moins de contacter quelqu'un. Tirant mon portable de ma poche, je cherchais frénétiquement le numéro du responsable enregistré dans le répertoire. Mais en portant le téléphone à mon oreille, je constatai avec horreur qu'il n'y avait aucun réseau. Au même moment, une sorte de craquement se fit entendre derrière moi, accompagné d'un bruissement. Je me retournai et vis une femme vêtue de noir, à la peau grise et coiffée d'un immense chapeau qui masquait partiellement son visage dépourvu de traits. On aurait dit un mannequin. Elle ne pleurait pas. Je ressortis précipitamment sans prendre le temps de refermer la porte. Mes pensées se bousculaient, s'entrechoquaient, tout se mélangeait dans ma tête. Je me trouvais dans une aile interdite, à cette heure de la soirée, avec des créatures tout droit sorties de l'enfer, aux trousses. Je devais trouver un endroit où me cacher. Mes yeux balayèrent la pièce avec affolement, puis se posèrent sur un cercueil, négligemment appuyé contre un mur, puis sur les rails des appareils à crémation juste en face de moi. Bénissant la négligence de mes collègues, je m'en saisis aussitôt avec une force décuplée par l'affolement et l'adrénaline et le posai sur les rails. Le plus silencieusement possible, je m'allongeai à l'intérieur et rabattis tant bien que mal le couvercle, consciente que de l'extérieur, cette installation ne paraissait ni naturelle, ni très bien exécutée tant ce dernier était lourd et difficile à replacer avec précision. Voilà. Je dois à présent attendre le matin, en espérant que les créatures renoncent à poursuivre leur recherche. Mais je n'y crois pas un seul instant.
Même si je ne les entends plus, le silence est d'ailleurs pesant, j'ai l'impression que les battements de mon cœur résonnent dans cette sinistre caisse. Ils sont assourdissants. Cet endroit est inconfortable, si exigu. Même si le cercueil n'est pas hermétiquement fermé, il l'est suffisamment pour que l'oxygène commence à manquer. Et si je repoussais juste un peu le couvercle? Juste assez pour le décaler légèrement et créer un léger trou d'air. Il faut que je sois prudente. Je n'entends plus rien, mais je sais qu'ils ne sont pas loin. Après toutes ces émotions, je n'ai presque plus de force dans les bras, mais je n'ai guère le choix. J'ai trop besoin de respirer. C'est la fin. Je dispose de trop peu de liberté de mouvement. En voulant le décaler de quelques centimètres, le couvercle beaucoup trop lourd vient de glisser au sol. À l'autre extrémité du bâtiment, un nouveau rugissement glacé le sang retentit, et une course lourde se dirige maintenant vers moi. Je sais que je n'aurai pas le temps de m'extirper et de fuir. Alors, un dernier conseil. Même si vous avez désespérément besoin d'argent, même si vous souhaitez faire du funéraire votre vocation, n'allez pas travailler là-bas.